tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde et bonjour à nos pionniers. Je vois Madame Nena qui est connectée. Bonjour, c'est pour nous un honneur de vous savoir à nos côtés et merci de nous accompagner sur cette action aussi. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes au premier forum virtuel sur la gouvernance de l'Internet et nous abordons maintenant le premier panel après une cérémonie d'ouverture qui a bénéficié de la participation des pionniers de l'Internet. Nous abordons maintenant le premier panel qui est celui des acteurs. Quel acteur pour un espace numérique inclusif en Côte d'Ivoire? C'est de cela que nous allons parler. Nous voulons à cet effet dire merci à ces acteurs-là pionniers des initiatives Internet en Côte d'Ivoire qui n'ont pas ménagé de leur effort pour nous accompagner. Certains ont été informés à la dernière minute et plusieurs se sont associés à nous pour aborder les questions essentielles de la gouvernance de l'Internet. Nous apprécions votre collaboration à cet effet. Devant les défis énormes induits par les innovations numériques, comment fédérer les acteurs de la gouvernance de l'Internet autour des enjeux du numérique afin de créer un véritable cadre, on va dire ça, de développement de l'Internet dans nos pays africains et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire? Comment accélérer l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire en ne laissant personne de côté? Et surtout dans un contexte numérique où les services publics deviennent de plus en plus numérisés, comment favoriser une autonomie numérique des populations en aidant et en accompagnant cette partie de la population qui peine encore à utiliser aisément les atouts qu'offre le numérique pour leur développement personnel et surtout pour leur bien-être. Voilà toutes ces problématiques que nous allons aborder au cours de ce panel. Et pour le faire, nous sommes accompagnés de sommités de l'Internet et non des moindres que je me fais le plaisir de vous présenter maintenant. Nous serons ce matin avec M. Rodrigue Guiguendé, vice-président de ICANN, qui est passionné de la mise en œuvre et du suivi des systèmes d'information et de la contribution efficace au renforcement des capacités en écosystème digital. Nous serons, je ne sais pas s'il est là, je veux bien le saluer. Je n'ai pas sa caméra activée. Bienvenue, M. Rodrigue. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous saluer. Je voudrais aussi vous présenter en deuxième intervenant. Il s'agit de M. Yves Niezan-Ezo, qui n'est pas inconnu de l'espace numérique ivoirien. Il était anciennement conseiller technique au ministère de l'économie numérique et de la Poste. Il est actuellement consultant et il est spécialiste du logiciel libre dans les pays en voie de développement. Nous serons aussi pour ce panel avec M. Jean-Baptiste Milogo, un frère et ami de ISOC Burkina Faso, qui lui aussi est un acteur infatigable du développement des infrastructures et des services Internet en Afrique. Nous serons avec un quatrième intervenant, un quatrième panéliste, qui est monsieur, on va dire, docteur Aouman Rouland, qui est de l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Voici ainsi présentés tous les panélistes avec qui nous aurons le plaisir d'échanger tout à l'heure par rapport à la problématique des acteurs du numérique en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, j'aimerais poser la première question à M. Rodrigue Guiguendé. Quelle est l'approche définitionnelle de l'inclusion numérique et ses implications pour le développement d'une véritable économie numérique dans nos pays africains? Allô, j'espère que vous me recevez tous. Oui, très bien. Voilà, déjà, je suis en fait dans une pièce où il y a quelques petits échos, donc je m'excuse pour ça. Alors, parce que je suis en voyage, j'ai trouvé un petit coin pour pouvoir me connecter
et participer justement à cet important forum, comme vous l'avez si bien souligné. Merci vraiment de m'avoir associé à cette initiative du Forum sur la gouvernance d'Internet de la Côte d'Ivoire. Le Et je plaisir vois est là, en tout cas, partagé. voilà, je vois là que vraiment il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas, qui se font. Je vois en tout cas du dynamisme, un grand tonus à ce niveau. Et je tiens à féliciter vraiment les initiateurs et les organisateurs, en tout cas, de cet événement. Alors, pour revenir un peu à votre question sur l'approche définitionnelle de l'inclusion numérique et ses implications, alors pour une véritable économie numérique, bon, je dirais peut-être en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique et ailleurs. Donc, je voudrais d'abord, dans un premier temps, prendre une définition que j'ai trouvée assez bien de ce qu'on appelle l'inclusion numérique, que j'ai trouvé un peu sur Internet, sur Wikipédia, que tout le monde a sûrement déjà lu. Alors, qui dit en fait que l'inclusion numérique est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu. Ça, c'est très important, à chaque individu et à lui transmettre les compétences numériques qui serviront un peu de levier pour une inclusion sociale et économique. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Aujourd'hui, nous avons pas mal d'initiatives, pas mal de progrès en termes de digitalisation des services sociaux de base, en tout cas dans les États, parce que c'est un véritable levier même de développement structurel. Et donc, pour ça, tous les acteurs, en fait, qui doivent participer à ce développement-là doivent, à mon avis, je pense que vous partagez le même avis, qui doivent avoir en tout cas justement un certain élan d'apprentissage et de maîtrise en fait de ces outils-là pour participer et contribuer fortement. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le numérique est utilisé dans tous les secteurs socio-économiques et de développement. Alors, donc si au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez en tout cas dans un certain nombre de secteurs d'activité où vous aviez des gens qui interviennent pour développer en tout cas de la productivité, de l'économie. Il va falloir en tout cas, à mon avis, inclure toutes les parties prenantes pour se donner beaucoup de chances en tout cas de pouvoir atteindre les objectifs. Donc, une approche définitionnelle en tout cas de cette inclusion numérique, je pense que c'est de se focaliser véritablement sur l'accessibilité. Ça, c'est un premier élément. L'accessibilité, en tout cas, de cette connectivité Internet-là à tous les niveaux. Au-delà de cette accessibilité, c'est la question même de la maîtrise, de la formation. Et bien sûr, après, la question même de la coordination, en tout cas, synchrone un peu de tous ceux en tout cas, qui interviennent. Donc, je ne vais pas être très long, c'est vraiment ce que je voulais dire sur ce qui concernait en tout cas cette approche définitionnelle. Je crois que les prochaines questions permettront de revenir plus en détail sur certaines initiatives, bien sûr, qui sont déjà en train d'être menées et sur certaines initiatives futures qui permettront résolument de mener une politique assez claire pour atteindre ces objectifs, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina ou que ce soit partout en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rodrigue Guiguendé. Votre approche définitionnelle nous permet de voir qu'il y a un processus qui devrait normalement permettre à chacun d'utiliser aisément l'outil numérique. Et cette approche-là met en lumière l'accessibilité et l'information. Est-ce que pour les différents défis que cette approche définitionnelle met en lumière, est-ce qu'il y a un panorama d'acteurs qu'on pourrait dresser avec des rôles bien spécifiques? Je voudrais, si M. Jean-Baptiste Milogo est là, il pouvait répondre à cette question, ce serait parfait. Pourrons-nous établir un panorama d'acteurs avec des rôles bien spécifiques qui adresseraient des défis majeurs au niveau des acteurs du numérique? Merci, bonjour Nadège, bonjour tout le monde. Et avant tout propos, je tiens à remercier les organisateurs de ce forum, la gouvernance de l'Internet à Côte d'Ivoire, de nous donner l'opportunité d'échanger avec
nos amis dans le pays frère, donc nos amis et sœurs. Et pour nous, en tout cas, c'est une occasion de partage et nous pensons que aussi la mise en musique de nos synergies ensemble devrait permettre de supporter une éclosion numérique de l'Afrique, mais aussi un développement endogène. Pour revenir à votre question, est-ce qu'il est possible de faire une cartographie, je dirais, des acteurs qui sont ou qui doivent être impliqués dans l'éclosion numérique? Je dirais oui, on peut s'y essayer parce que traditionnellement, comme nous parlons dans le cadre global de la gouvernance de l'Internet, il y a un certain nombre de typologies d'acteurs qui ont été déjà proposées et qui, lorsque l'ensemble de ces acteurs-là travaillent en synergie et qu'il y a une prise de décision ouverte de tous ces acteurs-là, nous pouvons arriver à quelque chose de solide. De ces acteurs-là, nous pensons que premièrement, il y a toujours le lieu de poser un cadre, donc nous avons besoin donc des acteurs, je dirais, étatiques ou gouvernementaux, des décisionnaires au sens politique, organisationnel du terme, qui auront en charge de définir ou d'aider à l'élaboration des politiques locales, tant au niveau local qu'au niveau mondial, et qui permettent donc de permettre donc une collaboration, une structuration des choses entre les acteurs. Au-delà de ces décideurs-là, nous pouvons aussi dire qu'on a besoin, on a besoin de passer par des infrastructures. Nous avons besoin donc d'un groupe d'acteurs, je dirais, techniques, qui auront plus en charge de la définition de ce qui n'intéresse pas, je dirais, l'utilisateur classiques d'Internet, donc qui vont définir l'ensemble des politiques techniques pour permettre donc de pouvoir mettre en place des infrastructures. Parmi ces acteurs-là, nous pouvons souvent entendre parler de l'IETF, qui est le groupe de travail qui travaille sur les protocoles. Nous pouvons entendre parler de World Wide Web Consortium et bonjour à Nema, qui est une senior que nous avons tous suivi et dont nous suivons aussi les pas, qui est parmi nous et qui est dans cette organisation-là. Et ces organisations, je dirais, techniques-là permettent donc de baliser ce qu'il faut en termes de structuration actuelle ou à venir, donc de l'infrastructure au sens large du terme. Et au-delà de ces acteurs, des décideurs et des acteurs techniques, nous pouvons aussi avoir des organisations qui sont de grandes organisations qui peuvent s'occuper d'une partie encore spécifique. Donc là, nous pouvons avoir l'ICANN qui va s'occuper de tout ce qui est gestion je dirais, des ressources critiques Internet en termes de noms de domaine, mais aussi en termes de gestion des adressages. Et au-delà de ça, nous pouvons avoir une délocalisation ou une circulation locale de ces acteurs internationaux-là qui peuvent donner ce que nous appelons des registres régionaux, donc comme Afrique ici, qui ont une part à jouer dans la structuration de l'écosystème technique Internet. Au-delà de ça, on a besoin aussi des opérateurs de réseau, donc au sens large du terme opérateurs Internet, opérateurs télécom, moi je dirais aujourd'hui opérateurs multiservices, qui permettent donc de faire le pont entre les discussions de politique publique, politique technique, avec le lien avec les utilisateurs finaux que nous sommes, car nous sommes tous des utilisateurs finaux, et nous permettent donc d'avoir notre rôle à jouer en termes d'utilisateurs, mais en termes aussi de réclamation de droits ou de biens et services. Au-delà de ça, nous pouvons aussi, comme en toute autre chose, il faut avoir une structuration où on a un renforcement des capacités et on aura besoin de l'appui de l'ensemble des institutions de formation ou des acteurs de la formation ou du renforcement des capacités. Donc, pour moi, voilà globalement des types d'acteurs qu'on peut avoir, mais en gros, nous pouvons dire que nous avons les utilisateurs, les communautés qui, via une infrastructure sous le joug de politique publique ou de système technique, nous permettent d'avoir accès à un certain nombre de services. Et lorsque l'ensemble de ces acteurs-là
jouent leur rôle dans un cadre approprié, cela devrait permettre d'avoir donc une participation et une inclusion de l'ensemble des communautés, des populations et de permettre un développement, je dirais, soutenu via le digital. Merci. J'ai été un peu long, peut-être, mais merci beaucoup pour ce moment. Non, merci, merci, cher frère. C'était pas long du tout. Et ça nous a permis, votre intervention nous a permis d'avoir une belle cartographie des acteurs qui devraient normalement militer au niveau de la gouvernance de l'Internet. Je vais tout à l'heure passer la parole à M. Yves Maison-Iso, qui est un ancien, qui est un pionnier de la gouvernance de l'Internet au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de parler des acteurs du numérique et cet échange devrait pouvoir apporter quelque chose à l'espace numérique ivoirien. Et donc, il aura la charge tout à l'heure de nous présenter cet univers au niveau des acteurs ivoiriens et nous présenter cette symbiose, ce cadre collaboratif qui certainement existe entre eux. Avant de lui passer la parole, j'aimerais rappeler à tous les participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions. Il y a deux façons de poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions au niveau du chat et le secrétariat va se charger de fusionner, de faire un tri, de retenir les questions pour nous les présenter. Vous pouvez aussi, au niveau de ceux qui suivent sur Facebook, poser vos questions. Au niveau de Facebook, le secrétariat se charge aussi là de consolider toutes les questions. Maintenant, pour ceux qui voudraient bien prendre la parole, vous levez votre main et nous vous ferons le plaisir de vous interroger. Voilà. Donc, je voudrais passer la parole maintenant à M. Maison-Iso pour nous présenter un peu le cadre au niveau des acteurs, le cadre collaboratif ivoirien. Y a-t-il tous ces acteurs qui ont été cités tout à l'heure, qui ont été énumérés par M. Jean-Baptiste Milogo, est-ce que ces acteurs existent? Est-ce qu'il y a un cadre de collaboration et comment est-ce qu'on peut aider à ce niveau-là? Merci, Madame la modératrice. Bonjour à tous. Merci encore de m'associer à cet événement. C'est vrai que je regardais la dernière fois que j'avais participé à IGF et ça remonte à quelques années, effectivement, en arrière. Bon, je suis un survivant, on va dire ça comme ça, à côté de mes illustres panélistes et non moins amis. Peut-être pour répondre à la question et apporter dans un premier temps, permettez un complément à ce que Jean-Baptiste vient de dire. Dans la définition même de l'inclusion numérique, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que tout un chacun, tout individu, tout citoyen doit être considéré comme étant détenteur, voire propriétaire de l'infrastructure numérique que l'État ou les États mettent à disposition. Donc, parmi les acteurs que l'on ne manque pas de citer, il y a forcément l'État, dans le sens où, sans mise en place de cadre légal et réglementaire, toutes les initiatives ne pourront pas être frappées de pérennité, dans tous les cas. Il faut une infrastructure, certes, il faut un directeur. Et ce schéma directeur-là ne peut pas être l'apanage d'entités diverses et variées. Ça ne peut que être coordonné. Donc, au premier lieu, on va retrouver une démarche théorique de l'État qui va mettre en place un cadre légal et réglementaire qui va permettre en fait de donner les grandes lignes, les grandes directives de ce qu'il y a à faire pour permettre à l'ensemble des citoyens ou l'ensemble des résidents d'un pays de bénéficier de la connectivité, en l'occurrence. À côté de cela, il va y avoir effectivement les opérateurs économiques. Jean-Baptiste et Rodrigue ont parlé des opérateurs telco. Ce sont ceux-là également qui vont permettre aux end-user, au client final, d'avoir sur son smartphone de la connexion et de pouvoir bénéficier également effectivement des bienfaits de l'Internet. Est-ce qu'il y a une coordination? Je serais tenté de dire oui, mais
Oui, parce que l'initiative du FGI est la démonstration que plusieurs acteurs de différents secteurs peuvent se réunir et intégrer, rassembler des acteurs gouvernementaux, le secteur privé, la société civile, etc. etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'appartenance à une communauté qui est celle des usagers de l'Internet. Est-ce que au niveau de l'État, il y a une démarche de coordination? Oui, puisque il y a, me semble-t-il, si elle n'a pas, si les différents changements n'ont rien changé, il y a une direction de la gouvernance de l'Internet, je crois, au ministère de l'économie numérique. Il y a un pendant chez le régulateur, qui est la RTCI, avec des points de décision qui sont relativement élevés. C'est-à-dire des personnes en charge qui sont relativement élevées dans la hiérarchie de l'administration. Est-ce que cette administration-là est moteur et crée des événements récurrents pour fédérer la communauté, pour faire développer, faire avancer la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on peut encore faire des efforts. Il y a des démarches qui sont éparses, mais qui ne sont pas soutenues, qui ne sont pas, me semble-t-il, pas contenues comme il se doit. C'est difficile pour moi d'en parler parce que pendant 2 ans, j'ai été effectivement conseiller du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, avant de basculer au ministère de la Communication et des médias. Mais toujours pour m'occuper, pas forcément dans le même sens qu'on peut l'entendre en termes de gouvernance de l'Internet, mais toujours pour m'occuper de ce qu'on appelle la convergence numérique. Parce que, encore une fois, je me permets d'ajouter encore quelques éléments à ce que Jean-Baptiste vient de dire. Partout en Afrique, là, on me dit, ouais, migrer vers la TNT. Mais dans TNT, il y a numérique. Dans TNT, il y a numérique. Donc, c'est bien qu'on ait la tuyauterie, mais maintenant, il faut mettre les petites bulles qui circulent dans la tuyauterie. Et donc, les acteurs et les producteurs de contenu sont des parties prenantes qu'il ne faut surtout pas négliger à ce processus-là d'inclusion numérique. Si on donnerait un service à manger à tous nos consommateurs d'unités, ils vont partir ailleurs. Donc, tout le système, en fait, de création, parce que la connexion, c'est une de celles qui m'a beaucoup fatigué sur cette question-là. Ça flanche. La connexion flanche un peu. Oui, ça flanche un peu. Mieux. Sans vouloir couper l'intervention, je voudrais... Si ça flanche, ça veut dire que j'ai trop parlé. Non, pas trop, mais on va continuer. Nous sommes là pour échanger à cet effet. Je voudrais faire remarquer aussi que dans le chat, il y a certaines interventions. Il y a par exemple Nena, notre pionnière, maman Nena, qui a fait aussi une intervention concernant les acteurs. Elle a mis l'accent sur les universités, les organisations multilatérales et les grandes plateformes. Je me rends compte à l'issue de l'intervention, je ne sais pas s'il s'est déconnecté. D'accord, donc M. Mizenzo, je pense qu'il est là. Bon, je voudrais qu'on aborde dans un certain sens. En Côte d'Ivoire, si j'écoute bien ce que vous nous donnez comme intervention, c'est que ces différents acteurs qui ont été cités par Jean-Baptiste Milogo existent effectivement et qu'il y a un travail de coordination et de fédération à faire. Est-ce que j'ai vu juste? Absolument. Absolument. Les individus étant capables d'intervenir dans les différents champs d'intervention de la gouvernance de l'Internet existent. Les compétences existent. Est-ce que tout le monde se connaît? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un cadre formel de collaboration et de concertation? Je ne crois pas non plus. D'accord. Et donc, cela m'amène à poser une question. Je vais peut-être passer au panéliste suivant et je reviens à vous après. Je voudrais passer la parole à Dr. Aouman Rouland,
de l'université virtuelle pour qu'on essaie de voir ensemble quelles sont les stratégies, les politiques qu'on pourrait, on pourrait mettre en place pour atteindre véritablement cette inclusion. Parce qu'effectivement, comme nous le constatons, les acteurs sont nombreux, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit les acteurs de la communauté technique, académique, il y en a beaucoup. Et les initiatives fusent aussi dans tous les sens au niveau du pays. Quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour parvenir à une véritable inclusion numérique en Côte d'Ivoire? Docteur Raoult Roland. Merci, madame. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement. OK. Avant tout propos, je voudrais d'abord dire merci aux organisateurs de ce forum. Ensuite, saluer tous les participants à ce panel, ainsi que les internautes qui nous suivent de par le monde. En termes de politique, au niveau africain, surtout l'Afrique de l'Ouest, il faut dire que plusieurs gouvernements en Afrique de l'Ouest, et particulièrement celui de la Côte d'Ivoire, s'est engagé dans une politique qui vise à promouvoir l'émergence par le développement d'une économie numérique en intégrant l'utilisation des TIC dans toutes les sphères de la vie nationale. Je vais d'abord parler succinctement de la Côte d'Ivoire. Je vais prendre la Côte d'Ivoire comme un exemple. Et cela suppose quoi? Quand on parle de la politique de notre pays, par exemple, à travers ce que notre gouvernement vient de développer, c'est d'abord de faire la promotion et le développement de l'économie numérique. Ensuite, intégrer l'utilisation des TIC dans toutes les sphères de la vie de la population ivoirienne. Et d'ailleurs, il faut dire que chaque pays en Afrique de l'Ouest élabore ses politiques selon ses moyens et une vision particulière. Il faut d'abord comprendre la notion de politique. En termes de politique, si on part d'une définition, je dirais que la politique, c'est la conduite cumulée pour atteindre un but précis. Autrement dit, l'ensemble des décisions ou des actions à mener par une entreprise, par un gouvernement, par un pays, de sorte à atteindre ses objectifs. Mais surtout, il faut noter que toute politique renvoie à une expression quantifiée. Une expression quantifiée. Si votre politique ne débouche pas sur des résultats quantifiables, c'est qu'elle a été mal définie. Je prends un exemple simple. Pour un pays ou une entreprise, en termes de politique, va se fixer quelques objectifs, à savoir, soit nous voulons augmenter le nombre d'ordinateurs dans l'administration afin d'atteindre un taux de couverture de 90% sur la période 2020-2025. Au sorti de cet exemple, on verra qu'il va y avoir un suivi. Donc, on pourra savoir si l'objectif a été atteint ou pas. Un autre exemple que l'État peut dire, bon, nous voulons étendre la capacité de nos infrastructures afin d'avoir un écosystème digital solide. Et cet écosystème, il faut comprendre que souvent il est mal compris. L'écosystème, il met en jeu généralement 5 piliers. D'abord, il y a ce que nous appelons les dispositifs technologiques, à savoir soit le satellite, les appareils et les machines sophistiquées, les équipements de pointe, ainsi de suite. Le deuxième pilier, c'est également le réseau Internet. Il va prendre en compte le Wi-Fi, la fibre optique et tout le processus de la connectivité. Le troisième pilier, ce sont les systèmes d'application, à savoir les logiciels et toutes sortes d'applications numériques que ce pays va pouvoir mettre en place. Il y a un autre aspect, un autre pilier,
qui est vraiment le contenu. Quel est le contenu? Que ce soit au niveau de tout ce que nous faisons, contenu texte, audio, vidéo. Ça dépendra soit d'une entreprise qui, dans sa gestion de son écosystème, utilise ces différents canaux ou formats pour pouvoir travailler. Le dernier pilier, c'est le capital humain, à savoir les hommes, les fournisseurs de technologies, les clients qui sont parfois exigeants, les développeurs indépendants et les universitaires. Soit, comme politique également, on peut dire que nous voulons réduire le coût d'accès à Internet de 80%. Et généralement, pour y arriver, ces gouvernants auront besoin maintenant de stratégie. Donc, la politique, elle est différente de la stratégie. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, elle est l'ensemble des moyens d'action et des techniques utilisées conjointement en vue d'atteindre ces objectifs que nous sommes fixés. Mais elle se distingue d'une politique par le fait qu'elle soit conflictuelle, puisqu'elle est dirigée contre souvent des adversaires dans le cadre d'une entreprise. Du coup, ces pays auront besoin soit de 3 grandes stratégies. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire peut dire que nous élaborons d'abord la stratégie de communication. Pour atteindre ces cibles, il faut communiquer. La deuxième stratégie qui sera développée, c'est la stratégie des moyens. Quels sont les moyens que nous mettons en place? C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain et autres. Enfin, une stratégie financière. Ça s'en dit que pour notre programme ou nos politiques que nous avons élaborées, chaque pays ira maintenant chercher des partenaires étrangers pour pouvoir investir. Docteur? Oui. Quand j'écoute votre intervention, je me rends compte qu'il faut que dans cette stratégie, dans cette politique qu'il y a à mettre en œuvre, vous proposez qu'il y ait une promotion du numérique, qu'on intègre le numérique à toute cette sphère-là du digital ivoirien et qu'on ait une politique avec des résultats mesurables et tout. Et vous avez abordé un aspect qui, à mon sens, paraît assez important pour la constitution de cet écosystème-là. C'est le volet compétences, le volet capital humain, mais compétences. Comment est-ce qu'on pourrait atteindre cette compétence? Si vous voulez, je passe au panéliste suivant et je reviens. Comment est-ce qu'on peut atteindre cette compétence au niveau de la population? Parce que si tout le monde doit pouvoir utiliser l'Internet vraiment de façon aisée et suivre toutes ces politiques-là qui seront mises en place, on a besoin de renforcement des capacités. Comment dans notre société ivoirienne arriver à un meilleur renforcement des capacités de nos populations, vu que beaucoup ont du mal à suivre toute cette transformation numérique qui entraîne de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Je vais passer la parole à monsieur le directeur Rodrigue Guiguendé pour qu'il aborde cet aspect et chacun de vous aura son mot à dire de façon très succincte sur cet aspect de renforcement des capacités. Ok, alors merci bien en tout cas de parler de cet aspect. Je pense que quand on parle de stratégie, avec tout ce que nous avons entendu ce matin, la question du renforcement des capacités, elle est vraiment fondamentale, hein, parce que d'autant plus que dans toutes les politiques, les stratégies qui sont mises en place dans les États, la question du développement de compétences a une place de choix. Par exemple, au niveau du Burkina Faso, nous avons en fait ce qu'on appelle un peu la stratégie nationale de développement de l'économie numérique et il y a un programme qui est consacré, le programme 5, pour être plus précis, qui est consacré vraiment au développement du capital humain, l'innovation et l'expertise numérique. Et dans ce sens, nous avons même arrimé un peu dans ce plan d'action la mise en place
justement d'un sous-plan d'action concerné uniquement, dédié uniquement en fait au développement du capital humain. Donc, c'est pour dire en fait qu'il y a quand même des choses qui se font. Je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, la question du développement de l'expertise numérique a une place de choix. Je vois beaucoup d'initiatives qui se font au niveau, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau du gouvernement, de l'État. Donc, il y a quand même pas mal d'initiatives qui se font. Et je vois là un peu deux dimensions. La dimension des initiatives qui peuvent être prises au niveau des différents États de manière isolée et également la dimension du développement de l'expertise avec l'ensemble des différents États sur le plan international. Et pour ça, par exemple, je voudrais parler un peu de l'initiative Smart Africa qui, justement, dans son volet Capacity Building, essaie en tout cas de mettre en place un certain nombre de stratégies et d'initiatives. Le Burkina Faso, justement, ayant adhéré à cette initiative en 2013, s'est vu confier le volet Capacity Building. Et pour ça, il y a une stratégie qui a été adoptée par le comité de pilotage de Smart Africa et qui consacre en tout cas un certain nombre d'actions pour justement la formation, que ce soit la formation pointue ou que ce soit la formation à grande échelle de sensibilisation de base. Et ici, je pense que ces initiatives, on a la chance qu'au niveau de Smart Africa, la Côte d'Ivoire en tout cas est fortement impliquée. Je pense que la Côte d'Ivoire est lead un peu sur les questions de sécurité. D'accord. Allô, voilà. Donc, bon, j'ai été un peu trop long. Voilà, donc c'était juste, je conclue, c'est vraiment pour dire que ça a vraiment une place de choix et qu'il faut résolument aller vers ça si on veut avoir un écosystème avec une inclusion numérique, en tout cas, qui sera une réalité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. En fait, je voulais juste saisir au bon votre interpellation de la Côte d'Ivoire pour demander aux acteurs de développement des capacités au niveau de la Côte d'Ivoire ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? Je voudrais donner la parole à monsieur Miezin Esso d'abord et ensuite monsieur Aouman de l'Université virtuelle. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens par rapport au renforcement des capacités? Monsieur Miezan. C'est moi qui interviens d'abord. D'accord, oui, d'abord. Ok. En fait, il y a eu une succession de démarches sous l'impulsion effectivement gouvernementale, notamment à partir de 2017, lorsque une loi sur la société de l'information a été prise en Côte d'Ivoire, je crois que c'est fin 2017, qui donc rendait, je fais un raccourci volontairement, qui rendait l'Internet comme un droit inaliénable de chaque citoyen. Dans le même temps, il y a eu des démarches également faites au niveau des écoles publiques, je pense notamment à l'ESATIC, pour avoir un centre d'excellence, en Guinée. Enfin, c'est même pas en Guinée, parce que c'est un centre d'excellence de l'UIT, et notamment axé sur la cybersécurité, puisque pour rebondir sur les propos de Rodrigue, effectivement, la Côte d'Ivoire et au niveau de Smart Africa porte le pilier cybersécurité. En parallèle, de plus en plus dans les écoles primaires, il semble qu'il rentre dans les curricula des cours d'éducation à l'informatique. Quel est le statut actuel? Est-ce qu'on peut mesurer, comme disait tout à l'heure le docteur, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais ce qui est certain, c'est que dans certaines écoles, il y a de vrais cursus de formation et d'éducation aux médias de façon générale, donc intégrant l'usage de l'Internet, mais également de l'apprentissage de l'ordinateur, des usages, du développement, du programming, etc. D'accord. Ça n'est pas forcément très uniforme et on n'a peut-être pas encore assez de recul pour en parler et dire si les effets sont positifs.
mais il y a des démarches au niveau de l'université virtuelle. En tout cas, le fonctionnement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est la preuve même que D'accord. La connexion, on perd un peu M. Miezan. Je vais profiter pour donner la parole à M. Dr Aouman de l'université virtuelle. Est-ce que vous avez des curricula de formation développés à cet effet? Merci, madame. À un certain niveau, alors, probablement, on va nous dire c'est l'enseignement, c'est vrai. Voilà, allez-y. D'accord, merci, madame. Revenant à ce qui est relatif au capital humain, je dirais que c'est très important d'ailleurs pour l'équipe, particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque nous parcourons l'indice du capital humain ivoirien, nous sommes à 0,35. Et la plupart des pays africains vraiment se suivent les barres réduisants. Et ces 0,35, pardon, on peut le constater sur la plateforme de la Banque mondiale, avril 2020. Et il faut dire que l'État est en train de prendre des mesures parce que en créant déjà l'université virtuelle, ESATIC, et bien entendu ISCC Polytechnique, il y a un travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, par exemple, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire compte à son sein 11 000 étudiants. C'est-à-dire, après l'université de Cocody, nous sommes la deuxième université qui reçoit le plus d'étudiants en Côte d'Ivoire. Et il est question pour nous de pouvoir pallier cette question de massification. Il faut dire que nous formons au métier des sciences et du numérique. Donc déjà, nous recevons des étudiants qui viennent avec le bac, qui n'ont jamais touché un ordinateur. Et au préalable, qu'est-ce que nous faisons? Il y a d'abord le cours d'initiation à l'informatique. Déjà, à partir de cet instant, nous commençons à construire les différentes compétences, puisqu'il y a 3 niveaux de compétences, à savoir les compétences élémentaires, intermédiaires et les compétences les plus avancées. Donc, en termes de capital humain, je pense que l'État doit encore faire beaucoup d'efforts parce que, comme je l'ai dit, quand on regarde l'indice au niveau du capital humain des pays asiatiques comme la Corée du Sud, qui a 69,88, le Japon, 72,05, et la plupart des pays africains qui tournent autour de 0,20, 0,30, 0,5. Vraiment, il faut dire qu'il y a un travail à faire. C'est vrai, il y a un véritable travail à faire. Quand je vous entends, quand j'entends 0,37 et 72, il y a vraiment un écart et il y a un effort à faire. C'est vrai, il y a un effort à faire et je me rends compte qu'au niveau des élèves, des étudiants, il y a quelque chose qui est déjà en train d'être abordé. Mais je voudrais qu'on soit vraiment plus concret. Je le disais tout à l'heure en introduction, l'ambition du gouvernement, c'est vraiment que le numérique serve à la création de richesses et qu'on puisse, le citoyen lambda puisse parvenir à un bien-être à partir du numérique. Mais aujourd'hui, les services numériques sont en train, les services publics, là où avant on déposait des papiers, là où on faisait des rangs, on se faisait enregistrer, maintenant on vous dit allez en ligne et essayez de poser votre requête et tout. Est-ce que les populations sont suffisamment armées? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens pour ne pas créer une société déséquilibrée où les élèves et étudiants sont formés, mais où la véritable masse populaire est laissée pour compte? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Je voudrais aborder ce volet avec ISOC, avec Jean-Baptiste Milogo, qui pourrait peut-être nous donner des orientations dans ce sens. Merci beaucoup, chère présidente et modératrice. C'est vrai que nous avons pour Audrey, pour Yves
Et on a parlé de stratégie, c'est vrai, ça pose le cadre, ça donne les grandes orientations, mais souvent, j'ai coutume de dire, nous avons face à nous ici une fracture numérique et une fracture numérique. C'est-à-dire que si nous voulons embarquer l'ensemble des communautés et des populations, il va sans dire que nous devrons à un moment donné, au-delà des grandes politiques d'infrastructures large bande ou de création de valeur pour permettre aux populations d'accéder à l'information et au contenu, faire en sorte que ces populations-là, qu'on leur donne la capacité de s'auto-organiser en leur créant le cadre légal juridique nécessaire, puisque aujourd'hui, classiquement, lorsqu'on a des grands backbones qui sont construits par les États ou avec la contribution des opérateurs multiservices, donc des opérateurs télécoms ou Internet, il peut arriver que dans certaines zones de nos États, que certains enjeux fassent que ces populations-là ne soient pas couvertes. Donc pour nous, pour Internet Society et spécifiquement sur ce point-là, nous pensons qu'on doit pouvoir organiser ou aider ces communautés-là à s'organiser dans des réseaux communautaires qu'ils pourront gérer en lien avec l'infrastructure globale, mais de façon interne à eux. Cela, pour nous, devrait leur permettre de ne pas être exclus de l'élan numérique propulsé par l'ensemble des États et des gouvernements, mais de pouvoir contribuer à leur manière en s'organisant. Cela donc permet, donc, au-delà donc de cette organisation en réseau communautaire, de pouvoir aussi leur permettre ou leur offrir une sensibilisation sur les enjeux et sur comment créer de la valeur sur ce qu'ils ont de tous les jours. Parce que lorsqu'ils sont en mesure de créer de la valeur sur leurs actions de tous les jours et le porter sur le numérique ou en digital, ça leur permettrait de s'approprier et pour nous, ça nous permettra donc de permettre un accès à Internet pour tous, comme on le dit dans le slogan d'Internet Society. Mais pour moi, ça permettra de réduire la fracture numérique en réduisant la facture numérique parce qu'on permet aux populations de s'auto-organiser. Donc, pour moi, c'est là important. Au-delà de ça, en lien avec les discussions sur le renforcement des capacités, il nous faut, à mon avis, réinventer notre dispositif de formation et d'éducation pour qu'il soit en phase avec les formations et les métiers du futur et qu'il y ait des tiers-lieux, des lieux à tous les niveaux pour permettre aux uns et les autres de pouvoir être le plus informés, avoir les outils à leur disposition et créer de la valeur en s'organisant comme un réseau communautaire. Et pour cela, on a besoin de l'appui des gouvernants ou des régulateurs parce que sur certaines fréquences, il va falloir légiférer sur comment on s'y prend avec ça pour permettre à l'ensemble de nos populations de pouvoir contribuer. Nous pensons qu'une approche vue dans ce sens-là par une organisation en réseau communautaire, lorsque les grands réseaux existants ne sont pas ou ne peuvent pas être disponibles pour plusieurs raisons stratégiques, et qu'on puisse embarquer l'ensemble des populations de la sorte. Et nous pensons que cela devrait permettre d'embarquer tout le monde et de ne pas avoir des populations encore en retrait de la dynamique engagée dans l'ensemble de nos pays. Merci. Merci, M. Milogo. Je retiens de votre intervention les réseaux communautaires et des tiers-lieux. Je voudrais savoir, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Au niveau de la population, on a toujours, c'est vrai, cette population dynamique, la jeunesse, qui est prête à suivre la mouvance et qui est prête à se mettre à jour par rapport aux innovations technologiques et autres. Mais il y a les personnes du troisième âge et souvent la petite enfance qui ne sont pas très souvent adressées par les politiques. Est-ce que ces tiers-lieux-là pourraient servir de cadre adapté? Si oui, comment mettre en place ces tiers-lieux? Quelles sont les stratégies, par exemple? Merci, modératrice. Nous pensons qu'il faut localiser la technologie pour pouvoir embarquer nos populations en tenant compte de nos spécificités. Pour nous, une façon d'embarquer, par exemple, la petite enfance,
Ça veut dire qu'au-delà des stratégies dont parlaient Rodrigue et Yves, il va falloir en fait créer des contenus adaptés, permettre un accès adapté avec des parcours bien définis pour la petite enfance dès le bas âge. Je pense que des pays comme le Rwanda se sont lancés dans ce type d'aventure et beaucoup de pays, à travers certains groupes, ont commencé à travailler sur ce type d'approche-là, c'est ce que moi j'appelle revoir notre façon d'enseigner, d'éduquer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons embarquer ces jeunes-là depuis la base et nous avons besoin de définir un parcours. Et ce parcours-là devrait tenir compte des aspects sécurité, des aspects, parce qu'il y a aussi des dangers, des nouveaux dangers auxquels ils seront faire face. Donc, nous pouvons définir des parcours, permettre l'accès sur des smartphones, mais s'assurer que ces smartphones-là, en fait, ont je dirais, entre griffes, un certain contrôle parental pour permettre que les enfants n'aillent pas à gauche, à droite sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas encore prêts. Pour les personnes du troisième âge, je pense que c'est comme lorsque personne a des problèmes d'audition ou des problèmes de vision, nous ne le mettons pas à côté du système éducatif actuel. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour permettre à ces personnes-là de contribuer ou de pouvoir participer. De la même manière, pour nous, les personnes du troisième âge ont aussi des centres d'intérêt. Ces centres d'intérêt-là, nous devons pouvoir créer de la valeur sur ces centres d'intérêt et leur permettre de pouvoir accéder à ces valeurs créées-là à travers le digital. Au-delà de ça, ils ont souvent la santé fragile. Donc, nous pouvons aussi travailler à mettre en place un dispositif qui prenne en charge le suivi de leur santé, parce que c'est quelque chose qui devrait permettre de contribuer à réduire des factures à un autre niveau. Donc, pour nous, que ce soit la petite enfance ou les personnes du troisième âge, ou de façon classique des personnes entre griffes analphabètes, il nous faut réinventer ce qui est utile et bien pour nous et dans notre contexte actuel en utilisant les outils numériques. Donc pour nous, les outils doivent nous permettre en fait de répondre à des problématiques que nous avons et c'est via ces actions-là que nous allons avoir une inclusion numérique parfaite. Donc c'est une réinvention, une réutilisation du digital pour répondre à nos problématiques en embarquant chacun en fonction des centres d'intérêt, des besoins ou des stratégies ou des orientations sur lesquelles nous voulons aller. Donc, peut-être que demain, il faut avoir des claviers en baoulé, des claviers voilà, il faut avoir des dispositifs d'accès où qu'on puisse promouvoir peut-être l'audio au lieu du clavier. Je pense que dans certains pays comme le nôtre, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise dans l'écriture, mais ils étaient les premiers à être des gros utilisateurs des fonctions audio, des outils de communication. Donc, pour nous, il faut juste réadapter la technologie en fonction de nos besoins. Et je pense au Nigeria, faire, je ne sais pas, un clavier ou un outil complet en langue locale devrait nous permettre de faire de grands bons. C'est à nous de réinventer ça à travers du renforcement des capacités, à travers l'appui de l'ensemble des acteurs dont on a cité, parce qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir créer ce qu'il faut pour nous. Moi, j'ai dit penser le développement par nous-mêmes via le digital. Merci, merci. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Effectivement, il faudrait, si je retiens tout ce que vous avez dit, il faudrait partir des centres d'intérêt de tout un chacun pour développer des initiatives adaptées. Cela m'emmène à poser des questions. Avant que nous ne donnions la parole aux participants, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train d'échanger sur le chat et des choses intéressantes se disent, avant de donner la parole au secrétariat pour nous faire l'inventaire des questions, je voudrais demander à tout un chacun des panélistes, est-ce qu'il y a des exemples qui ont bien marché qu'on pourrait partager ici? Parce que l'idée de ce panel, c'est de sortir de là avec des recommandations fortes qu'on pourrait soumettre aux décideurs pour que l'espace numérique ivoirien soit différent. Est-ce qu'il y a des exemples qui ont bien marché? Je vais donner la parole très rapidement, très succinctement à chacun de vous avant de passer aux questions des participants.
Commençons par Monsieur le directeur Rodrigue Guéguendé pour son intervention à ce niveau. D'accord, merci beaucoup. Bon, il y a tellement de choses à dire que, bon, quand c'est bref, ce n'est pas toujours facile, mais on va essayer d'aller très rapidement. Parce que ici, je pense que en termes, avec tout ce qui a été dit, on voit véritablement qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour ça, il y a bien évidemment un certain nombre d'initiatives qui ont été menées par-ci, par-là, pour justement l'inclusion numérique, l'intégration du numérique jusqu'à un certain niveau, pour qu'on ait vraiment une accessibilité pour tous. Bon, ici au Burkina, il y a un processus pour l'intégration même du numérique dans les cursus de formation. Et ça, le ministère en charge de l'enseignement de base même travaille là-dessus. Je pense que les textes sont presque déjà adoptés. Et je crois que la Côte d'Ivoire était également dans cette dynamique. Où est-ce qu'ils en sont? Je ne peux pas répondre à cette question. Et je félicite déjà le docteur Roland parce que la question de l'université virtuelle, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font. C'est un modèle de réussite déjà, mais aller plus loin pourrait en tout cas permettre que cette formation à distance-là puisse être adaptée à tout type justement de personnes, même pour les personnes en situation de handicap, avec une certaine adaptation. Également, pour finir rapidement, alors pour la question de l'accessibilité même au niveau des centres, et au niveau des pays, aujourd'hui, vous aviez des centres numériques qui sont un peu créés dans plusieurs États. Au Burkina Faso, par exemple, il y avait des centres numériques qui existaient depuis très longtemps. Il y a aujourd'hui une initiative. Je n'ai plus le son, je ne sais pas. Je n'ai plus le son non, je n'ai plus le son. Je vais passer à Dr Roland en attendant que nous retrouvions le son de M. Rodrigue. Allez-y, docteur. Je n'ai plus du tout le son de tout le monde. Merci, madame. Je vais revenir. Le son est revenu. Je vais rebondir sur les Mes excuses, c'est juste, il y a une coupure d'électricité. D'accord, docteur patienté, il va terminer. Allez-y, monsieur Rodrigue. Je suis en train juste de parler en fait des centres digitalisés qui existaient. Il y a des initiatives en fait pour la réutilisation de ces centres-là pour en faire des centres de formation, des centres d'épanouissement et justement de création même justement d'opportunités seulement pour les jeunes. Donc ça s'appelle les centres les centres digitalisés communautaires en fait. Donc cette initiative est en cours au Burkina et je pense que bientôt on va voir les premières bribes en tout cas réelles en fait de ces initiatives. Donc merci beaucoup, désolé pour l'interruption. Non, non, ça n'a pas été long. J'avais interrogé le docteur pour combler l'espace, mais c'est bon. On peut aller avec docteur Roland. D'accord, merci madame. Revenant à ce qui est la question du troisième âge et de la petite enfance, il faut dire que souvent, nous les Africains, nous avons tendance peut-être à vouloir refaire le monde. Ailleurs, ces choses ont déjà réussi. Et je veux dire que, par exemple, la Chine, où j'ai passé pratiquement 5 ans, où j'ai d'ailleurs obtenu mon PhD, il faut dire que là-bas, les gens ont mis en place ce qu'on appelle généralement des programmes d'apprentissage spéciaux. Et ces modèles pouvaient être répliqués en Côte d'Ivoire. Il faut développer également des applications numériques qui peuvent aider toutes ces personnes. Parce que nous sommes conscients de ce que l'Afrique a le potentiel, mais malheureusement, il est mal exploité. Voyez-vous que des jeunes Africains à travers le monde, ou bien des locaux d'ailleurs, arrivent à créer ou à innover, mais il est difficile de les accompagner. Et si ces personnes étaient vraiment suivies, je pense que tout cela allait pouvoir être jugulé. Donc, il y a un autre aspect,
C'est vrai qu'on parle de la petite enfance et des personnes du troisième âge. N'ignorons pas d'ailleurs le coût du matériel et des dispositifs, sans compter Internet, parce que il y a l'énergie, l'Internet, il y a le coût des dispositifs ou du matériel qui vraiment est un problème également. Je prends un exemple peut-être d'un jeune ou bien d'une personne du troisième âge avec le taux de pauvreté, par exemple en Afrique. Est-ce que cette personne pourra laisser peut-être son ventre, c'est-à-dire le peu d'argent qu'elle a pour se nourrir et faire face à tout ce qui est Internet, numérique et autres. Donc, il appartient à l'État de pouvoir créer les conditions. Mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer également, parce que moi, je dis souvent à mes étudiants que Nkrumah disait dans son livre qu'ils sont nés sous les indépendances. Mais aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle, qui a conduit d'ailleurs la société numérique qu'on appelle généralement e-society, que j'ai d'ailleurs étudié, la théorie des digital natives est l'option pour pouvoir sauver l'Afrique de tout ce qui se trame aujourd'hui côté digital. Parce que ces enfants sont nés sous le digital. Il va sans dire que chez vous à la maison, votre enfant qui n'a jamais étudié le digital, remettez-lui simplement votre téléphone. C'est-à-dire, sa manière d'utiliser votre téléphone va vous étonner. Donc, ces enfants-là ont simplement besoin d'un encadrement et des dispositifs pour les accompagner. Donc, voici ce que j'avais à apporter comme réponse à ce niveau. Merci pour votre contribution. J'aurais terminé au niveau des exemples avec Dr. M. Yves Miezeisso, s'il est là. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous reviennent juste avant qu'on ne passe la parole au secrétariat? Bon, je voudrais, même si on dit qu'on ne doit pas citer les contemporains, je voudrais emprunter une citation à un frère d'armes qui s'appelle Florent Louisan, que certains d'entre vous doivent connaître, qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de brosses à dents, il y a plus de téléphones portables que de brosses à dents. En réalité, il y a plus de smartphones que de brosses à dents. Ça veut dire que le problème de connectivité et d'accessibilité ne se pose pas dans les mêmes termes de zone blanche, puis j'ai plus d'accès. Il y a de l'accès quasiment partout. Donc, pour peut-être illustrer un peu les exemples qui auraient bien fonctionné, sans ordre hiérarchique particulier, mais il me revient à l'esprit les caravanes que l'Homme Sud a pu faire pendant 2 ou 3 ans et qui sillonnaient l'intégralité du territoire pour à la fois faire de la sensibilisation et de l'information, quelles que soient les cibles, les publics. Là encore, il serait bon de mesurer le retour sur investissement, c'est-à-dire je vais sur terrain, je forme des différentes populations, que ce soit de la petite enfance, de la jeunesse ou bien des adultes. Est-ce que je suis familier effectivement à l'outil? Quel en est mon usage? Pour revenir un peu à ce qui a été dit tout à l'heure par, je crois, par le docteur et Jean-Baptiste, créons des applications utiles qui répondent aux besoins de nos populations. Il y a des initiatives ça et là, et un autre exemple, c'est l'initiative de la Poste, qui est la Maison du Citoyen. La Maison du Citoyen, quand on dit ça comme ça, c'est vrai que c'est évocateur, mais derrière ça, il y a toute l'infrastructure des bureaux de poste qui sont répartis à travers le territoire. C'est le plus grand réseau de communication de Côte d'Ivoire. Donc maintenant, si les bureaux sont fonctionnels et que dans chaque bureau, il y a de quoi faire de la transaction électronique, réagir avec ces documents d'état civil ou bien interagir avec les acteurs territoriaux, c'est une expérience qui est pertinente à propager. Et puis, une des dernières initiatives qui me semble-t-il a bien fonctionné, et j'espère qu'elle est toujours en continuité, c'était la cartographie des Fab Labs, pour créer des espèces de clusters, des centres de compétences répartis à travers le pays. Ce dont on parle assez régulièrement, c'est que
pour la notion de confiance numérique. Si je ne sais pas à qui m'adresser, ben, je ne franchis pas le cap. C'est-à-dire que prendre un outil numérique en étant complètement, en guillemets, illettré de la chose, nous amène à des craintes. Et la crainte première, c'est de dire, bon, moi, dès que je vais mettre une information sur Internet, il y a quelqu'un qui va m'expliquer ça, il va y avoir le phénomène de cryptage, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Si je n'ai pas confiance dans mon infrastructure numérique, je ne franchis pas le cap. Si je ne franchis pas le cap, je reste toujours en marge d'une société qui, d'une manière ou d'une autre, se développe. Peut-être on y reviendra plus tard, je ne sais pas si on a le temps, mais quelque part, j'ai envie de dire que le temps, c'est l'allié du continent africain dans le sens où les populations sont jeunes. Donc, c'est ce qu'on dit digital native, là, elles naissent avec Internet, donc elles sont capables de se débrouiller avec la technologie. Mais le temps, c'est notre talon d'Achille. Parce que comme on pense qu'on a le temps, justement, on se dit, ouais, demain, ça ira mieux. Mais non, c'est maintenant qu'on bosse. Maintenant. Merci beaucoup pour toutes ces différentes réponses. Je veux dire merci à tous les panélistes pour cette première partie de notre échange. Nous avons vraiment bien échangé et beaucoup de recommandations ont été faites. Je crois que le secrétariat a pris soin de bien les noter et ce serait intéressant qu'on puisse y travailler. Je voudrais maintenant, pour cette autre étape, demander s'il y a au niveau des participants, des gens qui voudraient prendre la parole. Je vais voir avec le secrétariat qui consolide toutes les questions. Déjà, on ira avec le secrétariat et après, s'il y a des personnes qui voudraient prendre la parole, vous levez la main simplement et on vous donnera la parole. Je voudrais passer la parole à Eva, qui est du secrétariat, pour nous faire l'économie de tout ce qui a été certainement demandé comme préoccupation au niveau du secrétariat. Merci, Madame du chat et de Facebook. Au niveau du chat de Zoom, nous avons une question de Lolo Alex Stéphane Legré. Il dit, lors de l'intervention de M. Milgo, il a parlé des acteurs techniques sur la mise en place des infrastructures. Il a mentionné la notion d'infrastructure non classique. S'il ne se trompe pas, est-il possible d'avoir plus d'explications à ce sujet? Merci. D'accord, la question est pour Jean-Baptiste. Oui. Okay. On répond tout de suite, Nadège? Oui, on va répondre tout de suite. Okay. Oui, je pense que je vais juste développer. En fait, je pense que c'est lorsque je parlais des réseaux communautaires, j'avais dit que les infrastructures telles qu'on le connaît aujourd'hui, lorsqu'on a des backbones, le backbone, il est déployé jusqu'à un certain niveau. Les opérateurs multiservices font aussi leur déploiement jusqu'à un certain niveau. Il y a des zones, souvent dans nos pays, qui ne sont pas couvertes parce que ces zones-là, peut-être pour l'instant, ne rentrent pas dans la stratégie de développement soit de l'État, soit des opérateurs multiservices. En ce moment, on peut développer ce que je vais appeler des infrastructures de réseau communautaire qui ne sont pas comme des infrastructures, enfin, qui ne sont pas pilotées par les acteurs traditionnels. L'idée ici, c'est de dire que lorsqu'on a une zone blanche quelque part dans mon village, dans votre village, et que cette zone blanche-là ne fait pas partie de la stratégie sur le développement marketing d'un acteur X ou Y sur le terrain, on peut permettre à cette communauté de s'organiser et d'offrir un réseau Wi-Fi, un réseau de distribution d'Internet pour permettre, ou un réseau de distribution de contenu localement. Donc, c'est peut-être à ça que je faisais allusion. Si ce n'est pas bien ça, il peut peut-être mieux préciser sa question pour que je puisse répondre. Eva? Je crois que c'est bon. Monsieur Loko pourra le signifier dans le chat s'il a reçu satisfaction à sa question. Pour les questions sur Facebook, nous n'avons pas de questions pour le moment et le temps de consolider d'autres questions posées dans le chat. Je vous laisse la parole, Madame Gouy, pour d'éventuelles questions par le micro. Merci. Merci le secrétariat. J'ai vu que dans le chat,
Maman Nena, elle est beaucoup intervenue. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole pour parler des initiatives à leur niveau. Est-ce qu'elle souhaiterait prendre la parole? Bonjour à tous. J'étais de passage, hein? J'étais de passage, je suis tombée ici par hasard. Non. Je suis heureuse d'être là et merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de participer à notre forum. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous souhaitez que je m'adresse particulièrement? Est-ce qu'au niveau des acteurs, votre organisation développe des initiatives ou bien a un accompagnement particulier pour la mise en place d'un écosystème, d'un groupe d'acteurs au niveau des différentes régions ou des différents pays? Est-ce qu'il y a un accompagnement? D'accord. Moi, j'étais venue participer à titre personnel. D'accord. Bon, je m'appelle Nena, je suis l'ambassadrice en chef du web à la Fondation Web. Ce qui est de mon travail officiel actuellement, c'est la coopération digitale. La coopération digitale est liée à une initiative de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU. C'est avec lui et son bureau que je travaille depuis 3 ans en tant qu'ambassadrice en chef du web. Alors, l'initiative de coopération digitale, c'est plutôt l'interaction des gouvernements. On avait parlé de forum sur la gouvernance de l'Internet qui est là depuis 15 ans, mais c'est comme l'IGF, le FGI, plus d'autres choses. Il y a 4 piliers d'action de la coopération digitale mondiale, si je peux l'informer ici. Il y a la connectivité. Quelles sont les actions à mener pour s'assurer que l'autre 50% du monde qui n'est pas connecté soit connecté? On dit mondialement, c'est 50% qui n'est pas encore connecté, mais en Côte d'Ivoire, il y a plus que 50% qui n'est pas connecté. Donc, nous intervenons au niveau politique pour la connectivité et l'inclusion et l'intelligence artificielle dont nous ne parlons pas beaucoup encore en Côte d'Ivoire, les droits numériques, et la sécurité et la confiance numérique. Voici un peu l'initiative coopération numérique au niveau de l'ONU. Et je peux en parler beaucoup plus tard, mais pour le temps que nous avons, je m'en arrête là. Tout le monde sait où me trouver en ligne. Merci beaucoup, Monina. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous accueillir à ce forum. Merci d'avoir pris l'initiative de participer à ce panel. Je vais revenir à nos panélistes, puisque du côté du secrétariat, ça va, il n'y a pas de questions. C'est beaucoup plus des échanges. Pour terminer, pour aller vers la fin de notre panel, je voudrais vous demander de formuler quelques recommandations précises. C'est vrai que nous avons échangé sur plusieurs aspects. Qu'est-ce que nous devons retenir de ce panel? Nous avons voulu parler des acteurs d'une inclusion au niveau de l'espace numérique ivoirien. Quelles sont les recommandations que vous auriez pu formuler pour que cet espace numérique-là soit beaucoup plus inclusif? Nous avons abordé, il est vrai, le 3e âge, nous avons abordé la question de la petite enfance. Nous n'avons peut-être pas parlé suffisamment de la question de l'handicap. Si vous avez des recommandations dans tous ces sens-là, je voudrais bien donner la parole à chacun de nos panélistes pour donner des recommandations. Je vais commencer par M. Rodrigue Guiguendé. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que j'allais lever même la main à un moment donné pour demander un peu à prendre la parole pour parler un peu de ce volet et des personnes qui vivent en situation de handicap, parce que c'est extrêmement important que ces personnes-là puissent également être prises en compte si on parle d'inclusion, parce que c'est Internet pour tous, c'est l'utilisation du digital pour tous. Alors, je vais juste donner un exemple au niveau du Burkina Faso.
Nous avons découvert en tout cas un jeune ici qui a un centre de formation qui est un handicapé visuel, qui s'efforce en tout cas à donner des formations avec des machines adaptées, qui lui-même il monte personnellement. Nous l'avons soutenu même lors de la semaine du numérique de cette année et nous avons pu financer en tout cas la formation d'un certain nombre de personnes malvoyantes, parce que ce soit dans les administrations ou que ce soit qui sont ailleurs. Et ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le handicap, que ce soit visuel ou tout autre type d'handicap, ne doit pas être un frein à l'apprentissage, en tout cas, du numérique et de ces outils. Parce qu'aujourd'hui, ça peut même être une opportunité pour ces personnes-là. Et je voudrais en tout cas encourager tous les partenaires qui peuvent, en tout cas, qui ont la possibilité de pouvoir financer ces personnes, ces initiatives, de s'y pencher, parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire aussi, et même dans les différentes stratégies que nous avons pu élaborer ici et là, c'est des questions qui sont évidemment prises en compte. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas être long. Et on aura l'occasion de discuter sur d'autres points. Merci. D'accord, merci à vous. Je passe la parole à M. Jean-Baptiste Milogo. Merci, chère modératrice. Pour ma part, d'abord dire merci aux organisateurs de ce forum de la gouvernance en Côte d'Ivoire de nous avoir associés à ce panel pour ces échanges. Moi, peut-être pour mot de la fin, au-delà des échanges qu'on a eus, c'est de dire il y a eu des efforts faits par beaucoup d'acteurs, que ce soit au niveau public ou privé, ou de la société civile, pour amener le digital au stade où il est aujourd'hui dans nos pays. Voilà, c'est l'idée aussi de les saluer, parce que pour ceux qui ont navigué sur des modems 56K à ce que nous avons sur nos téléphones anti-griffes intelligents aujourd'hui, c'est de l'effort qui a été fourni. Mais nous pensons que nous devons continuer à travailler en synergie, les États, le secteur privé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs privés investissent beaucoup dans beaucoup de tiers-lieux. Donc, c'est le lieu de mettre ces actions-là en synergie en tenant compte de ce que nous avons défini, surtout dans la stratégie nationale de nos pays, qui a essayé de cartographier nos besoins et la ligne à suivre. Donc, pour moi, si nous arrivons à mettre en intelligence les acteurs aujourd'hui sur le terrain en lien avec les stratégies que nous avons définies, nous devrons être capables de réaliser et non rester encore, faire beaucoup plus de réalisations et embarquer plus de personnes. Le focus, comme tu le disais, si nous pouvons embarquer ceux qui ont des handicaps aujourd'hui en tenant compte des possibilités offertes. Nous pouvons embarquer la petite enfance en tenant compte des points de vigilance à prendre en compte. Donc, pour moi, il y a lieu aujourd'hui d'avoir une vraie synergie des acteurs. Comme on l'a dit, les acteurs, ils existent dans tous les pays, mais est-ce que ces acteurs-là travaillent en synergie, en intelligence pour un vrai développement endogène via le digital de nos pays? Donc, pour moi, le mot, c'est un travail collectif, une intelligence collective pour avancer tous ensemble. Merci. Merci, merci à vous. Merci Jean-Baptiste Milogo. Je voudrais passer la parole à Dr Roland pour ses recommandations et des mots de fin. D'accord, merci madame. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci aux organisateurs de ce forum d'abord et à tous ceux qui nous ont suivis. En termes de recommandations, je souhaiterais que toutes les parties prenantes travaillent en synergie, comme l'a dit tout à l'heure mon professeur. Il faut savoir que, en ce qui concerne cette question du numérique, il y a d'un côté toutes les organisations gouvernementales, à savoir les États, les organisations telles que l'ONU, l'UNESCO et tous ceux qui sont impliqués dans le développement du numérique, ainsi que les organisations de type privé. Du côté du privé, il y a le secteur privé, il y a
ceux qui prennent des initiatives personnelles et autres. Ensemble, ces personnes doivent pouvoir s'organiser, travailler en synergie, mais surtout, il appartient à l'État d'inclure dans sa politique de développement du numérique une part consacrée vraiment à la jeunesse, à cette jeunesse que nous formons bien évidemment. Ailleurs, qu'est-ce qui se passe? L'État va à la rencontre des talents. C'est comme par exemple un entraîneur de football ou bien un président de la FIF qui met en place une politique de sorte à aller piocher ou bien dénicher tous les talents qui sont dans les pays occidentaux pour venir défendre les couleurs de leur patrie. Dans le secteur du digital, les talents sont là. Seulement, chacun est caché. D'autres sont bien entendu visibles, mais c'est comme un iceberg. Ceux qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, qui font vraiment de belles choses, il y a lieu pour l'État de les dénicher, ensuite les organiser, les accompagner avec, bien entendu, ceux qui souhaitent faire de l'entrepreneuriat. Il faut créer des centres de recherche et surtout des universités technologiques comme ailleurs, de sorte à ce que toutes ces personnes deviennent une valeur ajoutée pour ces pays africains. Donc, voici pour ma part ce que je vais dire. Merci bien. Merci, merci docteur. Nous allons terminer cette rubrique de recommandations avec M. Yves Miezan-Yuzo de Côte d'Ivoire. M. Miezan? Ok, c'est bon. Oui, merci encore à l'organisation et à l'ensemble des participants pour les différentes contributions. Je sais que ça n'est pas forcément très correct de dire ça, mais grâce à la pandémie Covid, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire énormément de choses en ligne et au travers des applications numériques et digitales. En cela, ça représente une opportunité qui est formidable pour le secteur. Je crois qu'il y a une semaine, il y a eu le lancement des assises du numérique en Côte d'Ivoire pour une programmation au début du premier trimestre de l'année prochaine. Ça démontre bien qu'il y a eu en tout cas depuis le mois de mars, des initiatives qui ont démontré de l'efficacité même des services, de nos services et de la communauté numérique qui pouvaient exister en Côte d'Ivoire, que ce soit en création d'applicatifs, en création de contenu, en disponibilité de services administratifs, etc., etc. Donc, en termes de recommandations, c'est d'abord de la recommandation individuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir peur de s'engager. S'engager dans un monde, pour quelque chose en quoi on croit, et notamment au développement de l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire, et qui plus est à travers le monde. Je le disais lors d'une intervention récemment, il n'y a plus de frontières. Donc, on a accès à tout, si tant est qu'on sait chercher et qu'on veut chercher. C'est donc de l'engagement et de l'implication personnelle. Il y a, comme le disait tout à l'heure Néna, des initiatives qui se font de part et d'autre. Jean-Baptiste en est la preuve également manifeste. C'est une initiative également qui a énormément de sens. Donc, application. Pour conclure, dire que on a eu nos aînés tout à l'heure, Mokhtar Yedali, Raphaël Kofi, Marcus Kummer, etc. Ce sont des gens avec qui, ça ne nous rajeunit pas de dire ça, hein, mais on a mis 10 ans pour faire inscrire dans l'agenda de l'Union africaine que les pays africains pouvaient prétendre à utiliser les logiciels open source. On a mis 10 ans. On a Rodrigue qui est également là, panéliste, et qui en est témoin. Mais on a mis 5 ans pour avoir un Africain francophone vice-président du GAC de l'ICANN. On a mis 5 ans. On a mis 5 ans. On a mis 5 ans. Donc, c'est vrai que
c'est un monde qui est, entre guillemets, qui est un peu difficile, qui nécessite qu'on fasse énormément d'efforts, qu'on s'investisse. Mais ça produit des résultats. On a eu d'abord le Sénégal comme vice-président du GAC, maintenant on a le Burkina, et puis on ne compte pas s'arrêter là. Donc, engagez-vous, participez, creusez, cherchez, apprenez. On ne finit jamais d'apprendre, jamais. Merci, on ne finit jamais d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Nous retenons ça de votre intervention. Et c'est sur ces mots que nous voulons refermer ce panel sur les problématiques des acteurs pour l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire. Ce panel a eu certainement pour mérite d'avoir jeté les bases de ce qu'il y a à faire au niveau des acteurs pour une véritable inclusion numérique en Côte d'Ivoire. Pour ma part, j'ai eu d'énormes plaisirs à modérer ce panel et je voudrais dire merci à tous les panélistes qui nous ont accompagnés pour cette thématique. Merci à M. Rodrigue Guéné de ICANN, merci à Jean-Baptiste Milogo de ISOC, merci Dr. Aouman Roland de l'Université virtuelle d'Abidjan et merci à notre conseiller technique, le consultant Yves Niezan-Ezo. Merci vraiment pour toutes vos contributions qui ont été vraiment salutaires et très utiles pour le travail qu'il y aura à faire au niveau du numérique. J'espère vraiment que toutes ces recommandations ont été notées et seront consolidées pour certainement des prises de décision ultérieures. En tout cas, merci beaucoup et j'aurai plaisir à vous rencontrer la prochaine fois. Ne vous déconnectez pas, chers participants. À vous aussi, j'adresse tous mes remerciements parce que votre présence à ce panel-là a montré tout votre intérêt que vous avez pour le numérique en Côte d'Ivoire, pour l'éclosion d'une véritable économie numérique au niveau de notre pays. Et c'est à saluer. Ne vous déconnectez pas. Juste après ce panel, nous aurons quelques minutes, juste 5 minutes de pause et nous entamerons avec Madame Bamba Massiata de la communauté académique un nouveau panel sur comment penser une révolution numérique au féminin. Pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, Maman Nina. Au revoir à tous les panélistes et puis à bientôt. Au revoir.